Une planète peut-elle dépasser la taille de son étoile parente? Si l'on parle d'une étoile comme notre Soleil, cela semble extrêmement improbable. Toutefois, considérons le cas d'une naine blanche, résidu d'une étoile similaire au Soleil, qui, après avoir expulsé ses couches externes, ne conserve que son noyau. Ce noyau compact, que l'on nomme naine blanche, atteint généralement une taille comparable à celle de notre planète. Dans le cas où une étoile abritait, avant son extinction, une planète plus grande que la Terre, cette planète pourrait survivre au chaos stellaire. Une telle configuration pourrait alors donner naissance à un système où la planète surpasse l'étoile en taille. Des observations ont effectivement révélé l'existence de systèmes de ce genre. Mais une difficulté s'impose. Une naine blanche n'est plus une étoile active comme notre Soleil. Privée de toute production d'énergie, elle se refroidit lentement, ce qui limite l'intérêt pour un tel système. À titre de comparaison, le Soleil est un astre en pleine activité, alimenté par la fusion de l'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus, entamé il y a plus de 4 milliards d'années, se poursuivra encore pendant 7 ou 8 milliards d'années. En termes de dimension, le Soleil est 10 fois plus grand que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. Quant aux planètes, il n'est pas possible qu'elles soient considérablement plus grandes que Jupiter. Toute augmentation de masse entraîne une contraction de leur taille. Il semble donc exclu qu'une planète dépasse la taille du Soleil. Cela dit, il existe des étoiles naines rouges, des astres de faible luminosité qui comptent parmi les plus petites étoiles observées. À peine assez massives pour maintenir une fusion nucléaire, ces étoiles présentent des dimensions extrêmement réduites. Les plus petites étoiles connues, récemment découvertes, EBLM J055557AB et 2 masses J052338V2 14O3O22, fusionnent difficilement l'hydrogène en hélium et nécessitent une masse minimale d'environ 0,77 fois celle du Soleil, soit environ 75 masses de Jupiter, pour y parvenir. Bien que minuscules, elles demeurent des étoiles à part entière. Certaines possèdent une taille inférieure à celle de Jupiter, et l'une d'entre elles rivalise même avec Saturne en termes de petitesse. Cela signifierait-il qu'une étoile pourrait avoir une planète plus grande qu'elle-même? En théorie, oui. Toutefois, en pratique, ces systèmes planétaires demeurent extrêmement rares et difficiles à identifier. Nous avons découvert et étudié un grand nombre d'exoplanètes, ces mondes gravitant autour d'autres étoiles. Ces observations ont révélé des caractéristiques variées, telles que des différences de masse, de taille ou de luminosité. Toutefois, une tendance se dégage. Les naines rouges n'abritent généralement pas de géantes gazeuses dans leur orbite. Lorsqu'elles possèdent des planètes, celles-ci sont le plus souvent de petits mondes rocheux, semblables à la Terre, que l'on qualifie également de planètes telluriques. À titre d'exemple, le système TRAPPIST-1, une naine rouge, compte 7 planètes de la taille de la Terre autour d'elle. Les géantes gazeuses en orbite autour des naines rouges sont extrêmement rares. Moins d'1 sur 100 de ces petites étoiles semblent abriter une telle planète. Ce chiffre pourrait même être surestimé, car il repose sur l'observation de candidates dont l'existence n'a pas encore été confirmée. Par ailleurs, les étoiles les plus petites sont également celles qui émettent le moins de lumière, ce qui les rend difficiles à détecter. Identifier la présence de planètes autour de ces astres représente donc un défi. Et lorsqu'elles en possèdent, il reste complexe de déterminer si ces planètes sont gazeuses ou telluriques. Toutefois, l'existence d'un système où une planète dépasse la taille de son étoile reste possible, bien que sa probabilité soit extrêmement faible. Par ailleurs, les naines rouges sont très répandues. Elles représentent environ 70% des étoiles de la galaxie, ce qui en fait le type d'étoile le plus courant. Même si les naines rouges extrêmement petites sont relativement rares, leur nombre dans la galaxie se compte probablement en millions, voire en milliards. Ainsi, même si une faible proportion de ces étoiles abrite des géantes gazeuses, cela pourrait signifier qu'un nombre significatif de ces systèmes existe. Et parmi eux, certains pourraient bien héberger des planètes plus grandes que leurs étoiles hôtes. Depuis quelques décennies, les scientifiques se demandent s'il existe un écart de masse entre les étoiles à neutrons les plus lourdes et les trous noirs les plus légers. Et enfin, pour la première fois, des chercheurs ont découvert un objet dont la masse tombe pile dans cet écart. Tout a commencé le 29 mai 2023. Le détecteur LIGO Livingston, en Louisiane, a enregistré un mystérieux signal. Il résultait de la fusion d'une étoile à neutrons avec un objet compact inconnu. Il s'agissait très probablement d'un trou noir d'une légèreté inhabituelle. Sa masse n'équivalait apparemment qu'à celle de quelques soleils. C'est pourquoi on a situé cet objet dans ce qu'on nomme l'écart de masse inférieure,
qui sépare les trous noirs les plus légers des étoiles à neutrons les plus massives. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, les étoiles à neutrons sont susceptibles d'avoir une masse inférieure à 3 fois celle de notre Soleil. Mais la masse exacte à partir de laquelle une étoile à neutrons s'effondre en un trou noir est encore inconnue. Et compte tenu de nos observations électromagnétiques précédentes, nous pouvons nous attendre à trouver très peu de trous noirs ou d'étoiles à neutrons d'une masse comprise entre 3 et 5 masses solaires. Néanmoins, la masse de l'un des objets nouvellement découverts correspond parfaitement à cette fourchette. Mais regardons de plus près comment les choses se sont passées avec le détecteur LIGO. 5 jours seulement après le lancement de la 4e campagne d'observation, la situation est devenue vraiment passionnante. Le détecteur a enregistré une onde gravitationnelle qui a été classée comme le candidat signal S230529A. L'analyse en ligne a été réalisée presque en temps réel au fur et à mesure de l'arrivée du signal. Et la conclusion est stupéfiante. Une étoile à neutrons et un trou noir ont très probablement fusionné à environ 650 millions d'années-lumière de notre planète. Malheureusement, il est impossible de dire exactement où la fusion s'est produite, car un seul détecteur d'ondes gravitationnelles fonctionnait au moment de l'arrivée du signal. C'est pourquoi la provenance de ces ondes n'a pas pu être déterminée avec précision. Cependant, les chercheurs étaient certains que le signal n'était pas une simple perturbation locale dans le détecteur LIGO Livingston. Il provenait bien de l'espace lointain. Pour déterminer les propriétés des corps spatiaux qui se sont mis en orbite l'un autour de l'autre, avant de fusionner et de produire ce signal d'onde gravitationnelle, les astronomes ont comparé les données du détecteur LIGO Livingston avec 2 modèles de forme d'onde. Le signal détecté résulte de la fusion d'un objet compact dont la masse est comprise entre 1,3 et 2,1 fois celle du Soleil, et d'un autre objet compact dont la masse est comprise entre 2,6 et 4,7 fois celle du Soleil. Ces objets compacts étaient-ils une étoile à neutrons et un trou noir? La seule analyse des ondes gravitationnelles ne nous permet pas de le savoir avec certitude. Mais d'après tout ce que nous avons appris sur les propriétés de cette structure binaire, il est très probable que l'objet le plus léger soit une étoile à neutrons, et que le plus lourd soit un trou noir. De toutes les fusions d'étoiles à neutrons et de trous noirs détectées jusqu'à présent, la plus récente est aussi celle où la différence de masse entre les deux objets est la plus faible. Les experts estiment que si un trou noir est beaucoup plus lourd qu'une étoile à neutrons, aucune matière ne subsistera à l'extérieur du trou noir après la fusion. Aucun rayonnement électromagnétique ne sera émis non plus. Quant aux trous noirs plus légers, ils peuvent déchirer les étoiles à neutrons grâce à leur puissante force de marée. Ce faisant, ils éjectent de la matière qui peut briller sous la forme d'une kilonova ou d'un sursaut gamma. La détection de ce phénomène fascinant a été rendue possible grâce à plusieurs améliorations apportées aux détecteurs qui ont accru la sensibilité des instruments. Le 3e cycle d'observation, très fructueux, s'est achevé au printemps 2020 et a porté le nombre d'événements d'ondes gravitationnelles connus à 90. Le 4e cycle d'observation a débuté en mai 2023. Des chercheurs d'un institut de Hanovre, en collaboration avec leurs collègues du LIGO, ont amélioré les sources laser des détecteurs LIGO situés au cœur des instruments. Outre le matériel, les experts ont également travaillé sur d'autres caractéristiques du détecteur. Désormais, ces outils d'exploration spatiale peuvent déterminer les propriétés des trous noirs en quelques jours seulement. WOHG-64 est vraisemblablement l'étoile la plus vaste jamais découverte à ce jour. Véritable titan céleste, elle émet une lumière d'une intensité spectaculaire. Pour mieux appréhender son échelle, comparons-la à notre Soleil. Son rayon est approximativement 1540 fois plus grand. Autrement dit, cela reviendrait à mettre en parallèle un grain de sable et un ballon de basket. Si l'on plaçait WOHG-64 au centre de notre système solaire, son immense surface dépasserait largement l'orbite de Jupiter, engloutissant ainsi Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même Jupiter. Pour donner un ordre de grandeur, l'orbite moyenne de Jupiter se situe à environ 1000 fois le rayon solaire, tandis que celle de Saturne atteint environ 2000 fois ce rayon. Avec son rayon moyen équivalent à 1500 fois celui du Soleil, WOHG-64 se situe donc entre ces deux planètes. De plus, l'enveloppe de poussière entourant cette étoile s'étendrait sur une distance avoisinant une année-lumière, soit environ 5488 milliards de kilomètres.
Cette étoile n'est pas seulement gigantesque, mais également d'une luminosité extraordinaire. En effet, elle figure parmi les étoiles les plus éclatantes jamais identifiées. La luminosité, qui mesure l'énergie totale émise par une étoile en un temps donné, atteint chez WOH-G64 un niveau environ 282 000 fois supérieur à celui de notre Soleil. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de WOH-G64 réside dans son enveloppe de poussière environnante. En 2007, des astronomes, grâce au très grand télescope, ont mis en évidence qu'elle était entourée d'un nuage de poussière en forme de tore. Ce nuage, particulièrement dense, obscurcit partiellement l'étoile. Il est constitué de matière éjectée par l'astre lui-même et représente une masse estimée entre 3 et 9 fois celle du Soleil. L'étoile dont nous parlons a été identifiée dans les années 70 par Bengt Westerlund, Hollander et Edin. Le sigle WOH qui compose son nom est d'ailleurs un hommage direct à ses découvreurs, formé à partir des initiales de leurs noms respectifs. Westerlund, en plus de cette découverte, a également repéré une autre supergéante rouge exceptionnelle, Westerlund 126, localisée dans un amas d'étoiles massif nommé Westerlund 1, au sein de la constellation de Lara. WOH-G64 est aujourd'hui dans un état si avancé de son évolution qu'elle ne parvient plus à retenir son atmosphère. Cela s'explique par sa très faible densité, la puissance de ses radiations et l'opacité accrue des produits de la fusion thermonucléaire. Par conséquent, la vitesse à laquelle elle perd sa masse figure parmi les plus élevées jamais enregistrées, même pour une supergéante rouge atteignant des niveaux exceptionnels. WOH-G64 présente également un spectre d'émissions nébuleuses inhabituel. Son gaz chaud, riche en azote, affiche une vitesse radiale plus positive que celle de l'étoile elle-même, un phénomène pour le moins atypique. Il est également possible que cette étoile ait un compagnon, une étoile blanche de la séquence principale. Si cette hypothèse se confirmait, WOH-G64 serait alors classé parmi les étoiles binaires. Cependant, aucune preuve tangible n'a été obtenue jusqu'à présent, notamment en raison des épais nuages de poussière environnants qui compliquent considérablement son observation. Quoi qu'il en soit, WOH-G64 est une étoile absolument fascinante, autant par sa taille colossale que par son éclat impressionnant et son énigmatique nuage de poussière. Elle illustre parfaitement à quel point l'univers peut être à la fois surprenant et captivant. Récemment, le télescope spatial James Webb a repéré quelque chose que personne ne s'attendait à voir. Il pourrait s'agir d'un nouveau type d'étoile né dans les premiers instants de l'univers. Et le plus étonnant, c'est que cette étoile est probablement alimentée par de la matière noire. En effet, environ 84% de la matière présente dans l'univers n'émet ni n'absorbe de lumière. Les astronomes appellent cette matière, qui ne peut être ni vue directement ni détectée par des moyens indirects, la matière noire. Elle est censée affecter la matière visible, le rayonnement et la structure même de l'univers. Aujourd'hui, nous disposons de plusieurs détecteurs qui recherchent des particules massives en interaction faible, c'est-à-dire ce dont la matière noire pourrait être composée. Mais jusqu'à présent, les chercheurs n'ont rien trouvé de tel. L'une des études les plus récentes affirme que la matière noire pourrait produire de longs courants à grains fins qui rayonneraient à partir de la Terre comme des cheveux et se répandraient dans tout l'univers. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Revenons maintenant aux étoiles noires, ces astres qui pourraient être alimentés par cette mystérieuse matière noire. Le concept même de ces étoiles reste hypothétique. Les astronomes ne sont pas encore certains que ce soit bien cela que nous révèlent les images reçues par le télescope James Webb. Mais si seulement l'une des 3 candidates repérées par les scientifiques s'avérait correspondre à ce nouveau type d'étoile, nous pourrions nous faire une meilleure idée de la façon dont les étoiles se sont formées dans les premiers temps de l'univers. De plus, nous pourrions découvrir quelque chose de nouveau sur la matière noire et même comprendre comment les trous noirs supermassifs sont apparus dans l'univers. Le terme « étoile noire » a été mentionné pour la première fois en 2007. Ces objets pourraient être parmi les premiers types d'étoiles à s'être formés dans l'univers. Ils n'ont pas encore été observés. Mais selon les astronomes, il est possible que ce soit la chaleur générée par les interactions de la matière noire qui les alimente, et non pas la réaction de fusion nucléaire, comme c'est le cas pour notre Soleil. D'après certains experts, les étoiles noires ont probablement un aspect très étrange. Elles pourraient être issues de nuages d'hydrogène et d'hélium contenant de grandes quantités de matière noire. Nous ne connaissons toujours pas la nature de cette matière.
Mais il existe une théorie selon laquelle les particules de matière noire pourraient interagir entre elles, s'annihiler lors de leur collision et produire ainsi d'énormes quantités de lumière et de chaleur. Cette chaleur empêcherait alors les nuages d'hydrogène et d'hélium de se condenser. Et ces gaz ne seraient pas en mesure de créer des noyaux denses et chauds semblables à ceux que possèdent les étoiles actuelles. Sans la condensation du nuage de gaz, les étoiles noires pourraient atteindre des dimensions phénoménales. En théorie, une étoile noire pourrait être environ 10 fois plus large que l'orbite de notre planète autour du Soleil. Imaginez la taille d'un tel monstre dans l'espace. Ces étoiles seraient également des millions de fois plus massives que notre astre, et leur lumière pourrait être des milliards de fois plus intense. C'est peut-être la raison pour laquelle James Webb a réussi à les repérer. Pour tenter d'identifier d'éventuelles étoiles noires, les scientifiques ont examiné minutieusement certaines galaxies primitives capturées par le télescope James Webb. Ils ont ainsi pu repérer plus de 700 objets susceptibles d'être apparus au cours des 100 premiers millions d'années ayant suivi l'apparition de l'univers. Et c'est exactement à ce moment que nous situons la naissance des étoiles noires. La lumière provenant d'objets apparus il y a si longtemps est distendue, ou, comme le disent les astronomes, décalée vers le rouge. L'équipe chargée d'examiner les images a donc choisi 4 objets dont le décalage vers le rouge avait déjà été confirmé. Cela signifie que les chercheurs examinent aujourd'hui certains des plus anciens objets spatiaux observés à ce jour. Ces objets pourraient être de minuscules galaxies datant de l'époque où notre univers était encore extrêmement jeune. Malheureusement, comme ils sont très éloignés, la résolution du télescope James Webb n'est pas suffisante pour déterminer s'il s'agit bien de galaxies ou simplement de grosses étoiles super brillantes. Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il ? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. Hey, n'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9. Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni la masse stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie et comment a-t-elle été formée ? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites.
Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétar nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies. Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable, et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses. Et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tous des vides, des supervides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil. Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses.
L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable. Un géant se cache dans le ciel. Kipu est le plus grand objet que nous ayons jamais découvert dans l'univers proche. Cela fait des années qu'il perturbait notre compréhension du cosmos, et nous venons enfin de mettre le doigt dessus. Kipu est dense, puissant et dangereux si on l'ignore. Si nous ne comprenons pas ce genre de structure, nous risquons d'interpréter l'univers complètement de travers. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, pas d'un objet solide, comme une planète ou une étoile. Et ce n'est pas non plus une chose unique. C'est une superstructure, en gros, une région entière de l'univers. Un enchevêtrement de matière qui s'étend sur un espace immense et qui est maintenu par la gravité. Kipu est constitué d'un immense réseau de galaxies, des amas absolument gigantesques, ainsi que de gaz et de matière noire. C'est comme une autoroute où les amas seraient les villes, les divers filaments les routes secondaires, et la matière noire l'infrastructure invisible qui maintiendrait le tout. Et ce géant s'étend sur 1,3 milliard d'années-lumière. Cela signifie que si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 1,3 milliard d'années pour le traverser. Kipu contient également 200 quadrillions de masse solaire, même s'il ne représente que 13% de l'univers observable. Le nom Kipu vient du système de cordes nouées utilisé par les Incas pour consigner des informations. C'était comme un système d'écriture. Dans ce système, chaque nœud, chaque couleur et chaque torsion racontait une histoire, des chiffres, des impôts, des récoltes et ainsi de suite. Ainsi, lorsque les astronomes ont découvert cette structure colossale dans l'espace, longue, enchevêtrée et ramifiée comme des cordes, ils se sont dit que ce nom lui conviendrait. De plus, la forme de la structure est assez proche de celle des quipus incas. Il y a un long filament central, et des filaments plus petits se ramifient sur les côtés. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que Kipu n'est pas seul. Lorsque les scientifiques ont cartographié cette partie de l'univers, ils ont en fait découvert 5 de ces structures massives. Elles ne sont pas apparues tout d'un coup. Elles se sont formées au cours de milliards d'années, sous l'effet de la gravité qui a lentement rassemblé la matière. Au total, ces géantes contiennent près de la moitié de tous les amas de galaxies de cette région, 30% de toutes les galaxies, et un quart de toute la matière de l'univers observable. L'équipe qui a découvert Kipu a utilisé une astuce ingénieuse. Elle a recherché les rayons X provenant des amas de galaxies. Ces amas ne sont pas seulement remplis de galaxies, ils contiennent également du gaz extrêmement chaud. Ce gaz est si chaud qu'il rayonne dans le spectre des rayons X, que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, mais grâce à certains télescopes. Si ces rayons X sont si intenses, cela signifie qu'il y a là une quantité énorme de matière, galaxies, gaz et matière noire, attirées par la gravité. C'est dans ces zones que l'univers est le plus dense et le plus compact. En suivant les rayons X, les scientifiques ont donc pu dresser une carte des plus grandes structures cosmiques existantes, par exemple, de Kipu. Pourquoi est-ce important? Parce que ces mégastructures perturbent tout. Tout d'abord, elles déforment le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la lumière issue du Big Bang. Il s'agit d'une faible lueur qui emplit tout l'univers. Après le Big Bang et la création de notre monde, une toute première lumière, ainsi que les tout premiers signaux ont été émis, et ils ne se sont pas encore complètement dissipés. Même après 13,8 milliards d'années, les restes de ce rayonnement continuent de nous parvenir. En étudiant cette lumière ancienne, les scientifiques sont en mesure de déterminer à quoi ressemblait l'univers à ses débuts, et Kipu nous empêche de le faire. Cette mégastructure a une telle gravité qu'elle courbe et déforme la lumière du fond diffus cosmologique. C'est ce qu'on appelle l'effet Sachs-Wolfe intégré. Ces déformations ajoutent du bruit au signal d'origine, et il nous est donc plus difficile de savoir clairement à quoi ressemblait l'univers naissant et comment il s'est développé. Ces mégastructures perturbent également la constante de Hubble.
L'univers est en constante expansion, et la constante de Hubble nous indique à quelle vitesse il grandit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cependant, les objets géants comme Kipu ont une gravité si forte qu'ils attirent les galaxies qui les entourent, perturbant leur mouvement. Il est donc plus compliqué pour les scientifiques de mesurer la vitesse réelle d'expansion de l'univers. Ils ne peuvent pas déterminer si une galaxie se déplace en raison de l'expansion de l'univers, ou simplement parce qu'elle est attirée par un objet énorme. Enfin, il y a le phénomène de lentille gravitationnelle. La lumière dans l'espace se déplace constamment, mais elle ne suit pas toujours une ligne droite. Si l'espace est déformé, par exemple par la gravité, la lumière sera également courbée et déformée. L'effet de lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière provenant de galaxies lointaines est déviée parce qu'elle passe à proximité d'un objet extrêmement massif, comme Kipu. Cette énorme gravité attire la lumière, tout comme une balle lourde peut déformer une feuille. Et comme la lumière nous transmet des informations, nous permettant littéralement de voir à quoi ressemblent les choses, cette déviation déforme notre perception des galaxies. Les galaxies finissent par apparaître étirées, plus lumineuses, et parfois nous trouvons même une galaxie entière au mauvais endroit. C'est comme si l'on regardait l'univers à travers une loupe. Si l'on n'y prend pas garde, on risque de mal interpréter ces déformations, et alors notre image du monde se trouve toute faussée. Heureusement, ces superstructures mystérieuses ne sont pas apparues comme par magie. Les astronomes soupçonnaient l'existence de quelque chose de ce genre, mais ils n'en étaient pas certains. Notre meilleur modèle de l'univers s'appelle le lambda CDM. Selon lui, l'univers a commencé avec le Big Bang, il est toujours en expansion et il est principalement composé de matière mystérieuse, l'énergie noire et la matière noire froide. Nous ne pouvons ni voir ni toucher ces éléments, mais nous savons qu'ils existent, car sans eux, notre univers s'effondrerait tout simplement. Ce modèle correspond à ce que nous observons, comme la formation des galaxies, le mouvement des étoiles et la forme générale de l'univers. Ainsi, même si certaines pièces du puzzle demeurent encore mystérieuses, elles s'intègrent parfaitement dans ce tableau d'ensemble. Et ce super modèle nous a permis de prédire l'existence de phénomènes tels que Kipu. Lorsque les scientifiques ont effectué des simulations, ils ont pu observer la formation de structures similaires, d'immenses réseaux cosmiques de galaxies reliées entre elles par la gravité. Et Kipu correspondait à ces prédictions dans la réalité. Cela signifie également que le modèle lambda CDM reflète bel et bien l'univers réel. Pas de surprise de ce côté-là. Mais maintenant, il nous reste à savoir ce que nous devons faire de ce qui s'avère être la plus grande structure connue dans l'univers observable. Il existait un autre géant avant Kipu, le Grand Mur de Sloan. Découvert en 2003, il était considéré comme l'une des plus grandes structures jamais observées. C'est un véritable monstre. Le Grand Mur de Sloan s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. On l'appelle mur, mais ce n'est pas un mur comme ceux que l'on trouve sur Terre. C'est aussi un vaste réseau cosmique composé de milliers de galaxies et de gaz, le tout relié par de la matière noire. Ce qui rend Kipu et le Grand Mur de Sloan si fascinants, c'est qu'ils semblent tout simplement trop grands pour être réels. Selon le modèle lambda CDM, des structures aussi gigantesques ne devraient pas être courantes, surtout à l'époque où elles se sont formées. Comment ces géants ont-ils pu apparaître si rapidement dans un univers censé grandir, s'étendre et se lisser au fil du temps? Et si nous continuons à en découvrir d'autres, ce qui serait complètement insensé, cela pourrait signifier que quelque chose de plus profond se cache dans la structure du cosmos. Tout cela fait partie de notre incroyable voyage copernicien. Une longue série de découvertes qui ne cesse de nous rendre plus humbles face à l'immensité de l'univers. Chaque fois que nous faisons une découverte de ce genre, nous comprenons un peu mieux que nous ne sommes pas du tout le centre de l'univers. Nous avons d'abord appris que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Ensuite, nous avons découvert que le système solaire n'était qu'un grain de poussière parmi d'autres dans la galaxie. Aujourd'hui, même les superamas de galaxies, que nous croyions être les plus grands objets existants, se voient éclipsés par des structures telles que Kipu et le Grand Mur de Sloan. Cependant, ces structures ne sont pas éternelles. Kipu est temporaire. Au fil de milliards d'années, la gravité le déchirera et le fragmentera en morceaux plus petits. Certaines parties s'effondreront pour former des amas plus compacts, d'autres s'éloigneront simplement les unes des autres. Mais pour l'instant, Kipu reste l'une des structures les plus importantes de l'univers connu. Elle façonne la formation des galaxies. Elle courbe la lumière, ce qui rend sa compréhension extrêmement importante pour nous.
Elle bouleverse littéralement toute notre vision du cosmos. Des centaines de millions de rochers gravitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Mais seuls certains d'entre eux s'approchent relativement près de la Terre. La NASA classe les astéroïdes en orbite à moins de 48 millions de kilomètres de notre planète, dans la catégorie des objets géocroiseurs. Dans ce groupe, certains objets sont particulièrement inquiétants. Ils sont si gros et orbitent si près de notre planète qu'ils pourraient constituer une véritable menace pour le monde en cas de collision directe. À l'heure actuelle, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'un objet spatial de taille relativement importante qui pourrait heurter notre planète dans 159 ans. Selon les experts, l'astéroïde, qui a été repéré pour la première fois en 1999, risque fort de dériver dans l'orbite de notre planète. Si cela se produit, il pourrait entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. On pense que l'astéroïde Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il venait frapper notre planète, la collision libérerait 1200 mégatonnes d'énergie. C'est une énorme quantité d'énergie, rien de ce qui est construit sur Terre ne peut en produire autant. Les scientifiques de la NASA pensent qu'au cours de son survol du 22e siècle, l'astéroïde pourrait passer à travers un trou de serrure gravitationnelle. Cette zone placerait notre voyageur de l'espace sur une certaine trajectoire, ce qui pourrait le conduire à s'écraser sur la Terre. Bennu s'approche de notre planète tous les 6 ans. Il a frôlé la Terre à 3 reprises, en 1999, en 2005 et en 2011. Aujourd'hui, les scientifiques estiment à 1 sur 2700 la probabilité que l'astéroïde heurte notre planète d'ici 2182. Une personne a 5 fois moins de chances d'être touchée par la foudre. Même si les risques de collision entre Bennu et la Terre sont pour l'instant assez faibles, ce caillou spatial a tout de même été classé dans la catégorie des astéroïdes potentiellement dangereux. Tout cela parce qu'il pourrait s'approcher à 7,5 millions de kilomètres de la Terre. C'est la raison pour laquelle il est également classé comme objet géocroiseur. Bennu est un astéroïde riche en carbone qui s'est formé au cours des 10 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. C'est-à-dire, il y a environ 4 ou 5 milliards d'années. Il n'est donc pas étonnant que ce corps spatial recèle de précieux indices sur l'origine et le développement des planètes rocheuses de notre système solaire, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mieux encore, il pourrait contenir des molécules organiques similaires à celles qui sont indispensables à l'apparition de la vie. En 2020, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a réussi à toucher brièvement la surface de l'astéroïde. Elle en a recueilli quelques échantillons et s'est ensuite éloignée. Pour la NASA, ce fut la première mission de ce type. Mais vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que Bennu n'est pas le seul astéroïde dont nous devrions nous préoccuper. L'astéroïde 92942 Apophis est un autre corps spatial dont nous devons nous méfier. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre. Il a été découvert en 2004 et a d'abord été considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a très vite gagné en notoriété, on pensait qu'il représentait une menace sérieuse pour la Terre. Les experts ont prédit qu'il s'approcherait dangereusement de notre planète en 2029. Heureusement, après un examen plus approfondi d'Apophis et de son orbite, les astronomes ont conclu qu'il n'y avait aucun risque que l'astéroïde entre en collision avec notre planète avant au moins un siècle. Le risque d'impact de 2029 a été totalement écarté, de même que l'impact potentiel qui pourrait être provoqué par le rapprochement de l'astéroïde en 2036. Il est intéressant de noter que jusqu'en mars 2021, il y avait encore un petit risque de collision en 2068. Mais Apophis a ensuite survolé la Terre. Et les astronomes en ont profité pour utiliser de puissants radars afin d'estimer plus précisément l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil. Cela leur a permis d'écarter tout risque d'impact pour les 100 prochaines années au moins. La raison pour laquelle de telles découvertes nous inquiètent tant est que même un astéroïde relativement petit, de la taille d'une maison, pourrait faire des ravages en entrant en collision avec notre planète. Alors, quand un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre de diamètre, on parle d'un destructeur de planètes. L'énergie dégagée par l'impact d'un tel astéroïde serait dévastatrice.
C'est pourquoi il est essentiel de savoir où se trouvent ces astéroïdes et dans quelle direction ils se déplacent. Le problème est que notre capacité à protéger la planète des impacts d'astéroïdes n'est pas encore optimale. Si une telle catastrophe était sur le point de se produire, nous aurions besoin de beaucoup de temps pour nous préparer. Une collision avec un astéroïde était quelque chose de sérieux. Le cratère de Chicxulub est probablement le site d'impact d'astéroïdes le plus célèbre. Il témoigne de la terrifiante collision qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Curieusement, ce cratère n'est pas très visible, mais d'autres le sont. Par exemple, le cratère Barringer en Arizona, qu'on appelle aussi le Meteor Crater. Quand on pense à la collision qui l'a fait naître, on a froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais que des rochers spatiaux ont non seulement frappé la Terre, mais aussi la Lune, Mercure et Mars. Aucune planète rocheuse du système solaire n'est à l'abri des impacts d'astéroïdes. C'est pourquoi il existe toute une entreprise scientifique dont l'objectif est de trouver et de cataloguer les astéroïdes du système solaire. Cela peut sembler un peu effrayant, mais il y a environ 25 000 astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre près de l'orbite de notre planète. Un tel astéroïde est suffisamment gros pour rayer une ville entière de la surface de la Terre. Jusqu'à présent, moins de 50% de ces astéroïdes ont été détectés. On estime également à 230 000 le nombre d'objets d'une taille égale ou supérieure à 49 mètres. Ces objets sont capables de détruire une zone urbaine concentrée. Et pourtant, moins de 8% d'entre eux ont été détectés. Il existe également des dizaines de millions d'objets géocroiseurs plus petits. Ils mesurent plus de 10 mètres de diamètre et peuvent causer des dommages à la surface. Moins d'1% de ces petits corps spatiaux ont été découverts jusqu'à présent. Notre système solaire interne pose d'énormes problèmes pour la recherche d'astéroïdes. Chaque nuit, il n'y a que 2 créneaux de 10 minutes pendant lesquels les astronomes peuvent observer la région. La raison en est que le Soleil crée une lumière de fond éblouissante. En outre, l'atmosphère de notre planète déforme et brouille les images. Repérer des astéroïdes dans de telles conditions dépasse les capacités de la plupart des télescopes. Nous avons besoin d'un instrument vraiment unique pour accomplir cette tâche. L'outil de prédilection est la Dark Energy Camera de l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo au Chili. Cet appareil n'a pas été conçu pour chercher des astéroïdes. Les chercheurs l'ont construit pour détecter quelque chose de plus insaisissable encore. L'énergie noire, la force mystérieuse qui régit l'expansion de l'univers. La DECAM est censée observer des centaines de millions de galaxies. Elle est donc à la fois large et profonde. Ainsi, elle peut observer l'univers en profondeur et capturer un large champ de vision, ce qui lui permet d'enregistrer les mouvements des galaxies et de nous renseigner sur les conditions qui prévalaient au début de l'univers. Mais cela signifie également que la DECAM est parfaitement adaptée au repérage des astéroïdes près du Soleil. Les astéroïdes intérieurs sont rares et des images profondes sont nécessaires car ces objets sont peu lumineux. Les scientifiques doivent pouvoir lutter à la fois contre la luminosité du ciel crépusculaire près de notre étoile et contre l'effet déformant de l'atmosphère terrestre. Et la DECAM peut les aider dans cette tâche. La Dark Energy Camera a été construite pour étudier l'énergie noire, une mission qui s'est achevée en 2019. Aujourd'hui, les astronomes peuvent utiliser la puissance de cet appareil pour d'autres missions. Ils affirment que le relevé effectué par la DECAM est le plus précis jamais réalisé en ce qui concerne les objets situés à proximité des orbites de Vénus et de notre planète. Grâce à elle, nous pourrons savoir quel type d'objets se déplacent à l'intérieur de notre système solaire. Et si l'on cuisinait un peu? Non, pas de pâtes et ni de hamburgers pour aujourd'hui. Que diriez-vous de quelque chose de plus exotique? Ou plutôt, de plus cosmique? Alors voilà, la recette est simple. Vous prenez une équipe d'astronomes enthousiastes et vous ajoutez quelques vieilles images issues du télescope spatial James Webb. Vous mélangez bien et vous obtenez un nombre impressionnant de petits astéroïdes, tous situés dans la grande ceinture qui se trouve entre Mars et Jupiter, Miam. Le clou du spectacle, c'est la direction dans laquelle certains de ces astéroïdes se déplacent. Car sur leur chemin, il y a notre pauvre planète. Sommes-nous condamnés simplement parce que vous avez décidé de cuisiner? Les astéroïdes dont je parle sont beaucoup plus petits que l'énorme roche spatiale qui a anéanti les dinosaures. Mais ils peuvent quand même causer des dégâts considérables. Leur taille varie.
Ils peuvent être aussi petits qu'un bus ou aussi grands qu'un stade. Mais même les plus petits sont très dangereux. Prenons un exemple récent et assez spectaculaire. C'est arrivé le 15 février 2013. Un petit astéroïde d'à peine quelques dizaines de mètres de large a explosé dans l'atmosphère au-dessus de Tcheliabinsk, en Sibérie, libérant une quantité d'énergie incroyable. De nombreuses personnes ont été témoins de l'événement et l'ont filmé, ce qui a permis aux scientifiques d'obtenir des indices essentiels. De nouveaux modèles informatiques ont aidé les scientifiques à reconstituer la taille, la vitesse et l'impact du météore de Tcheliabinsk. Il s'agissait vraisemblablement d'un astéroïde gros comme un immeuble de 5 étages et il aurait explosé à une altitude comprise entre 24 et 29 km au-dessus de la surface de la Terre, et ce avec une force inouïe. L'explosion a brisé 1 million de fenêtres et blessé plus d'1 millier de personnes. Heureusement, elle n'était pas assez puissante pour causer de vrais dégâts, mais elle nous a donné une idée du danger que peut représenter une explosion aérienne. Une explosion aérienne se produit lorsqu'un objet explose haut dans l'atmosphère, sans jamais toucher le sol, mais en libérant suffisamment d'énergie pour dévaster la zone qui se trouve au-dessous. Mais revenons à nos petits astéroïdes. Le plus dangereux avec eux, c'est qu'ils frappent la Terre bien plus souvent que les plus gros, environ 10 000 fois plus souvent. Pour ne rien arranger, leur petite taille les rend plus difficiles à détecter à l'avance, ce qui nous laisse peu de temps pour nous préparer si l'un d'entre eux se dirige vers la Terre. Maintenant, remontons à l'époque des dinosaures. Ah non, ça c'est trop loin. Ah voilà. Une équipe d'astronomes travaille sur une méthode consistant à trouver de petits astéroïdes dans des images de télescope qui furent prises à l'origine pour étudier des étoiles lointaines. Grâce à cette méthode, ils ont pu examiner avec précision un système stellaire connu sous le nom de TRAPPIST-1, situé à 40 années-lumière de la Terre. Il s'agit de l'un des systèmes les plus étudiés en dehors de notre système solaire. En analysant ces images, ils ont découvert 138 nouveaux astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes principale, en plus des 8 qu'ils connaissaient déjà. Et devinez quoi? Parmi les astéroïdes nouvellement découverts, 6 semblent avoir été poussés sur des trajectoires qui pourraient les rapprocher de la Terre. Qui a fait ça? Probablement des planètes proches. Ont-elles une dent contre nous? Fait intéressant. Les scientifiques s'y pensaient ne trouver que quelques nouveaux astéroïdes, mais leur nombre s'est avéré bien plus élevé que prévu. Mais ce n'est pas étonnant. Ils explorent actuellement une partie de l'espace qu'ils connaissaient peu auparavant. Parlons maintenant du héros du jour, le télescope spatial James Webb. S'il est si efficace pour trouver de petits astéroïdes, c'est parce qu'il peut détecter leur chaleur. Ces astéroïdes émettent un rayonnement infrarouge, beaucoup plus visible que la faible lumière du Soleil qui se reflète sur leur surface. Cette technologie a permis aux scientifiques de repérer les plus petits astéroïdes jamais observés dans la ceinture d'astéroïdes principale. Les astéroïdes qu'ils ont trouvés sont des fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Les découvrir permet aux astronomes de comprendre l'histoire de cette ceinture et d'améliorer les méthodes de suivi des petits astéroïdes susceptibles de menacer la Terre. Les chercheurs prévoient d'utiliser le James Webb pour observer d'autres systèmes stellaires pendant au moins 500 heures. Ils espèrent que ce travail permettra de découvrir des milliers d'autres petits objets dans le système solaire. D'autres télescopes de pointe, comme l'observatoire Vera C. Rubin au Chili, seront également utiles. À partir de 2025, cet observatoire utilisera le plus grand appareil photo numérique du monde pour photographier le ciel austral chaque nuit pendant au moins 10 ans. Chaque image couvrira une vaste zone du ciel, soit environ 40 fois la taille de la pleine lune. L'observatoire pourrait trouver jusqu'à 2,4 millions d'astéroïdes en seulement 6 mois, soit près du double du nombre que nous connaissons. Récemment, la NASA a identifié 2 petits astéroïdes. Ils devaient passer près de la Terre le 16 décembre 2024. Heureusement, ni l'un ni l'autre ne présentait de danger pour la planète. Le premier astéroïde mesurait 21 mètres de large, soit à peu près la taille d'un gros avion, et se déplaçait à 17 400 km à l'heure. Le deuxième astéroïde était légèrement plus petit, avec une largeur de 17 mètres, mais il se déplaçait plus rapidement, à 23 800 km à l'heure. Mais bon, même si cette fois-ci nous avons évité le désastre, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Aïe, aïe, aïe. Cela peut sembler étrange de nos jours, mais les astronomes ne se sont pas vraiment intéressés aux petits astéroïdes pendant assez longtemps. Ils les considéraient comme de simples débris spatiaux qui gênaient l'observation des étoiles. Certains allaient même jusqu'à les appeler les parasites du ciel. Mais aujourd'hui, la façon dont nous voyons ces petites roches spatiales a complètement changé. En fait, jusqu'à récemment, nous ne pouvions repérer que les très gros astéroïdes, ceux faisant plus de 1,6 km de large.
Les plus petits se fondaient dans le bruit de fond, des images prises par les télescopes. Mais ensuite, une astuce ingénieuse a permis de combiner plusieurs images de la même partie du ciel, et de rendre enfin visibles ces petits objets peu lumineux. Les données de certains télescopes, comme TRAPPIST et SPECULUS, ainsi que du télescope spatial James Webb, nous aident à améliorer la défense planétaire. Mais il ne s'agit pas seulement de protéger notre planète. L'étude de ces petits astéroïdes nous apprend également comment le système solaire a évolué. S'ils sont si nombreux, c'est parce qu'il s'agit de fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Un chercheur a déclaré que c'était comme si l'on regardait d'anciennes données d'une nouvelle manière. Ces petits astéroïdes, que l'on considérait auparavant comme de simples débris, sont essentiels pour comprendre notre système solaire et même pour se préparer à ce que l'avenir nous réserve. Parmi ces centaines de millions de roches en orbite autour du Soleil, dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, certaines sont particulièrement inquiétantes. Elles s'approchent suffisamment de la Terre pour être préoccupantes. La NASA classe les astéroïdes qui orbitent à moins de 48,28 millions de kilomètres de notre planète comme des objets géocroiseurs. Et ceci pourrait constituer une menace sérieuse s'ils venaient à entrer en collision avec notre planète. Actuellement, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'une roche spatiale assez grande, mesurant environ 490 mètres de diamètre. Elle pourrait potentiellement s'écraser sur la Terre dans 159 ans. Les astronomes l'ont repéré pour la première fois en 1999. Actuellement, les experts estiment qu'il y a une faible probabilité que Bennu dérive dans l'orbite terrestre et entre en collision avec notre planète d'ici le 24 septembre 2182. Est-ce que ce serait grave? Eh bien, pour mettre les choses en perspective, Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il heurtait la Terre, il libérerait 1200 mégatonnes d'énergie, une quantité si énorme que rien sur Terre ne pourrait la générer. Les scientifiques de la NASA sont particulièrement préoccupés par la probabilité que cet astéroïde traverse un trou de serrure gravitationnel lors de son passage au XXIe siècle. Ce trou de serrure est une région de l'espace qui pourrait placer l'astéroïde sur une trajectoire de collision directe avec la Terre. Bennu passe près de la Terre tous les 6 ans et s'est déjà approché à 3 reprises, en 1999, 2005 et 2011. À l'heure actuelle, les scientifiques estiment que la probabilité que l'astéroïde percute la Terre d'ici 2182 est d'environ 1 sur 2700, soit un risque plus de 5 fois supérieur à celui qu'a une personne d'être frappée par la foudre. Bien que les chances que l'astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre soient très faibles pour le moment, cette roche spatiale est toujours classée comme potentiellement dangereuse, car elle pourrait s'approcher jusqu'à 7,48 millions de kilomètres de la Terre. L'astéroïde Apophis est une autre roche spatiale que nous devons surveiller. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre découvert en 2004. Au départ, il était considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a rapidement attiré l'attention des experts, car ceux-ci pensaient qu'il pourrait représenter une menace sérieuse pour la Terre en raison de sa proximité avec notre planète en 2029. Cependant, après une étude plus approfondie de son orbite, les astronomes ont déterminé qu'il n'y avait aucun risque de collision avant au moins un siècle. Ouf, nous pouvons être tranquilles encore un petit moment. Théoriquement, les humains pourraient survivre à un astéroïde capable de détruire des planètes entières. Toutefois, ce ne serait pas une mince affaire. Remontons 66 millions d'années en arrière, à la fin de la période Crétacée. La Terre d'avant les humains, où prospéraient les dinosaures. La flore et la faune étaient riches et diversifiées. Vous auriez pu observer un T-Rex pourchassant un Triceratops, ou l'immense Alamosaurus, l'un des plus grands animaux ayant jamais foulé notre planète, dominant le paysage. Oui, il doit bien son nom à la région de Fort Alamo, et égare à l'ankylosaure, un véritable tank sur pattes qui balançait sa queue comme un boulet destructeur contre toute menace. Alors que vous vous apprêtez à profiter d'une soirée tranquille sous les étoiles, une nouvelle lumière étincelante apparaît dans le ciel de l'hémisphère nord. Au début, cette nouvelle étoile dans le ciel ne se distingue pas particulièrement. Elle scintille simplement comme les autres. Mais laissez passer quelques heures et vous remarquerez qu'elle devient plus lumineuse. Vérifiez de nouveau la nuit suivante et boum, c'est l'objet le plus brillant dans le ciel, éclipsant les planètes et même la Lune. Et finalement, elle surpasse de manière terrifiante le Soleil. Cette étoile était le fameux astéroïde qui a laissé derrière lui l'immense cratère de Chicxulub, dans la péninsule mexicaine du Yucatan. L'astéroïde pénètre dans l'atmosphère terrestre à une vitesse vertigineuse de 20 km par seconde.
Il traverse les 100 km de l'atmosphère en à peine 3 secondes. Il s'abat si rapidement que même l'air ne peut pas s'écarter. Il se trouve compressé et se réchauffe de milliers de degrés en un clin d'œil. Avant même que l'astéroïde ne touche le sol, cet air surchauffé a déjà vaporisé une grande partie de la mer où il s'apprête à frapper, près de la péninsule du Yucatan. Puis, dans une immense explosion, l'astéroïde s'écrase sur l'Amérique centrale avec un fracas assourdissant. Il ne se contente pas de heurter le sol, il liquéfie la terre et la roche. L'astéroïde creuse un trou si profond et si large qu'il atteint presque les couches internes de la Terre et projette des débris à plus de 30 km de hauteur. À l'instant précis de l'impact, l'astéroïde convertit également sa vitesse et sa masse colossale en chaleur en une fraction de seconde. Il libère tant d'énergie que les molécules se mettent à bouger plus rapidement qu'à la surface du Soleil. Cette énergie prodigieuse a créé une immense boule de plasma, un gaz ultra chaud et électriquement chargé, composé de fragments de roches vaporisés. Le tout a été projeté à des vitesses phénoménales. L'onde de choc de l'impact et la chaleur ont instantanément pulvérisé les alentours du site, déclenchant des tremblements de terre dans le monde entier. Et il n'y a pas que ces roches dont il faut se soucier. En traversant le ciel, elles frottent contre l'air, chauffant au point de provoquer des incendies planétaires. La chaleur qu'elles dégagent pourrait être comparée à celle d'un four réglé à sa température maximale. Cette pluie de feu entraîne la combustion de la plupart des arbres de la planète. Le monde entier s'embrase. Très vite, cela change tout. En un instant, les dinosaures sont anéantis, laissant place au règne des mammifères. Et pas seulement les dinosaures, 75% des espèces, et notamment des grandes créatures disparaissent, ne laissant derrière elles que quelques petits oiseaux et rongeurs. Alors, comment pourriez-vous, en tant qu'humain, survivre à un tel événement ? Certains animaux ont survécu à cette époque. Pour y parvenir, nous devons apprendre de leur résilience. Les seuls oiseaux qui survivent même aux conditions les plus difficiles sont ceux qui nichent en sécurité au sol. Parmi les rares grands animaux qui parviennent à éviter l'extinction, tous ont des stratégies pour faire face à la chaleur. Certains petits mammifères, serpents et lézards, peuvent se creuser des terriers souterrains plus frais. D'autres, comme les crocodiles et les tortues, se réfugient simplement dans l'eau. Ainsi, si vous vous trouvez à l'autre bout de la planète au moment de l'impact et que vous réagissez très rapidement, vous pourriez peut-être survivre. L'impact se produit à environ 6000 km de distance. Mais ne sous-estimez pas sa puissance. Dès que vous entendez le grand boom, réfugiez-vous sous terre aussi vite que possible. Et soyez prudent, car vous ne sentirez la terre trembler qu'environ 30 minutes plus tard. Cachez-vous dans une grotte profonde, de préférence avec une entrée étroite. Cela vous protégera des débris et les températures souterraines resteront stables. De plus, certaines grottes possèdent des sources d'eau naturelles, des rivières ou des ruisseaux. Vous devrez peut-être vous préparer à un régime alimentaire peu appétissant d'insectes, de champignons ou de petits animaux peu attrayants qui cherchent également refuge dans votre réseau de grottes. Mais c'est mieux que rien. Vous devez également vous tenir extrêmement loin de toute grande étendue d'eau. Être près de l'océan peut sembler une bonne idée lors d'un impact d'astéroïde, car la mer peut atténuer ces changements extrêmes de température. Néanmoins, les tremblements de terre déclenchent de terrifiants tsunamis, et ce même dans les lacs ou les fjords. L'impact de l'astéroïde déclenche non seulement un tsunami, mais plusieurs, et ils sont aussi hauts que des gratte-ciel. En l'espace d'une heure, d'énormes vagues mesurant de 180 à 300 mètres de haut frappent la côte du Golfe, s'abattant sur le Mexique et le sud des États-Unis, inondant des kilomètres à l'intérieur des terres. Ces vagues sont si puissantes qu'elles repoussent même les rivières en sens inverse. Ces tsunamis se propagent le long des côtes, atteignant la côte est des États-Unis. Et 6 heures plus tard, ils frappent l'Europe, l'Afrique et le bassin méditerranéen. 15 heures après l'impact, il n'y a plus une seule côte sur Terre qui n'ait pas ressenti la fureur de ces vagues. Supposons que vous ayez survécu à l'impact initial en vous abritant profondément sous terre. Vos ennuis ne font que commencer. L'astéroïde de Chicxulub frappe une région riche en soufre, projetant 100 milliards de tonnes de soufre et une énorme quantité d'eau dans l'atmosphère. La vapeur d'eau forme d'immenses nuages d'orage, provoquant des pluies acides. Dans les régions plus froides, de terribles tempêtes recouvrent la Terre sous d'épaisses couches de neige jour après jour. L'impact vaporise également d'énormes quantités de pétrole, projetant l'équivalent de 150 stades de football d'hydrocarbures dans les airs.
Ce pétrole se transforme en une épaisse suie noire dans la stratosphère, enveloppant la Terre comme du mazout. Même lorsque les pluies acides se calment, ce carbone reste au-dessus des nuages et ne se dissout pas. La couche de suie bloque 90% de la lumière du Soleil, plongeant la Terre dans une obscurité glaciale qui dure au moins 3 ans. La température moyenne du globe diminue d'environ 50 degrés. Lorsque vous quittez enfin votre grotte, vous devez trouver des endroits où vous ne gèlerez pas. Les seuls lieux épargnés par le gel sont des îles tropicales comme Madagascar, l'Inde, qui était encore une île à l'époque, et l'Indonésie. Ces endroits possèdent encore des plantes et quelques animaux, et continuent à recevoir de l'eau douce, contrairement à la majorité de la planète. Tout le reste ressemble à un vaste désert nucléaire. Ces îles tropicales sont des refuges pendant l'apocalypse, mais ce ne sont pas des paradis pour autant. Elles reçoivent à peine 10% de leur ensoleillement habituel et juste assez de pluie pour éviter de se transformer en désert. Dans ce cadre sombre et froid, la plupart des chaînes alimentaires s'effondrent. Pour survivre, vous devrez apporter beaucoup de nourriture avec vous, pour les 6 prochaines années au moins. Certains organismes ont la chance de survivre. Les fossiles nous montrent que les écosystèmes d'eau douce s'en sortaient bien, de sorte que rester près d'une rivière ou d'un estuaire pourrait être votre meilleure chance de trouver de la nourriture. Vous pourriez y croiser des tortues, des crocodiles et quelques poissons. Des créatures comme les palourdes, les escargots et les petits crustacés, tapis dans les sédiments, parviennent également à résister. Bien que ces contrées soient un peu plus chaudes que les autres, elles ne sont pas de tout repos. Il vous faudrait emporter des vêtements chauds pour accroître vos chances de survie. En résumé, le meilleur endroit où survivre à l'astéroïde de Chicxulub serait l'Indonésie, une région tropicale montagneuse composée de plusieurs îles. Vous y trouveriez des températures vivables, un peu de pluie et de profondes cavernes où vous abritez. Cela pourrait vous protéger des pluies de roches en fusion, de la chaleur intense, et même vous aider à trouver de la nourriture dans les rivières et les lacs. Mais si vous tombez sur des créatures ressemblant à des musaraignes dans votre quête de nourriture, voyageurs temporels que vous êtes, merci de les laisser tranquilles. On ne sait pas combien ont survécu à l'impact de Chicxulub et en manger une seule pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'avenir de l'humanité. En d'autres termes, ne mangez pas votre arrière-arrière-arrière-arrière-père. D'accord ? Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord ? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est à passer près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède 2 faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3 200 km de la Terre en 2029.
et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse, et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant,
cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable, mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer.